générale est ainsi close et nous passons à la discussion du texte de la commission. Madame Mercier a demandé la parole sur l'article unique. Merci Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Ministre. Évidemment, je me félicite qu'on puisse retirer en 1 heure des contenus à visée terroriste ou pédopornographique. Cependant, il y a une loi qui a été votée ici à l'unanimité le 20 juillet 2020. Et aujourd'hui, malgré la bonne volonté de l'Arcom, la bonne volonté de la CNIL, il est toujours possible pour des enfants de visionner des films pornographiques destinés aux adultes. On ne peut pas jouer d'argent quand on est un mineur sur le net. On peut toujours être traumatisé par des films pornographiques, encore aujourd'hui. Je me demande juste jusqu'à quand nos enfants devront se protéger eux-mêmes. Monsieur Ouzoulias demande la parole également. Oui, Monsieur le Président, je suis obligé de m'exprimer sur le premier article parce que c'est le seul. Et je sollicite des réponses de votre part, Madame la Ministre. Il y a 2 questions fondamentales que je vous ai posées et c'est des questions de droit. Bien évidemment, dans cet hémicycle, nous sommes tous d'accord pour engager tous les moyens possibles pour contrer le terrorisme. Mais est-ce que vous pouvez nous garantir ici, maintenant, que ce que nous allons voter est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel? Moi, je retiens de l'argument qui a été développé ici, c'est que les collègues considèrent que le règlement apporte des garanties que n'offrait pas la loi Avia. Or, ce qu'apporte le règlement, c'est des formules de recours, mais après le retrait des contenus. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision, il souhaitait que les recours puissent être suspensifs des retraits des contenus. Je pense que là, il y a une différence. Vous savez, de toute façon, la loi, elle va sans doute retourner à l'Assemblée nationale. Je doute qu'elle ne soit pas, à un moment donné, conduite, elle aussi, devant le Conseil constitutionnel. Donc, il serait mieux ici de s'entendre sur ce qu'il est possible de faire. Et par ailleurs, sur les 2 directives dont votre collègue ministre de l'Europe et des Affaires étrangères nous a dit très justement que c'était 2 pas de géant vers la réforme du numérique. Il faudrait que vous nous disiez si ils seront compatibles avec ce que vous souhaitez que nous votions maintenant. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, vous m'avez interrogé. Je vous réponds que le règlement, aujourd'hui, à l'instant où on se parle, est stabilisé, qu'il n'y a aucune contradiction avec le règlement qui est stabilisé et qu'il n'y a aucune contradiction avec le texte. La discussion appelle maintenant le premier amendement. La ministre va présenter le premier amendement et va donc pouvoir présenter l'explication souhaitée. Donc, je vais présenter l'amendement. Présenter l'amendement, Madame la Ministre. Donc, l'amendement numéro 1 qui modifie l'article 6.1.1 de la loi qui désigne les autorités nationales compétentes pour mettre en œuvre les procédures prévues par le règlement TCO. Jusqu'à présent, le grand 2 de cet article disposait simplement que la personnalité qualifiée de l'Arcom était l'autorité compétente au sens de l'article 4 du règlement pour examiner soit d'office, soit à la demande des fournisseurs de services, les injonctions issues d'autorités étrangères avec possibilité de les confirmer ou de s'y opposer. Or, le sénateur Reichardt a très judicieusement considéré qu'il fallait prévoir un mécanisme semblable en droit national lorsque l'injonction émanait de l'autorité nationale et s'adressait à un fournisseur installé en France. Simplement, votre commission des lois a inscrit cette précision dans un grand 2 bis de l'article 6.1.4 dont nous discuterons tout à l'heure, alors que cet article ne traite que de questions contentieuses.
Il nous semble donc plus simple et plus lisible d'inscrire à cet article 6.1.1 que cette personnalité qualifiée de l'Arcom reçoive d'une part copie des injonctions de l'Office émises en application de l'article 3 du règlement et d'autre part qu'elle constitue l'autorité compétente mentionnée à l'article 4 du règlement, ce que la rédaction de la PPL prévoyait depuis le début. C'est le sens de la rédaction qui vous est soumise au grand 2 de l'article 6.1.1. Si vous l'adoptiez, je vous proposerai dans quelques instants de procéder à la correction symétrique à l'article 6.1.4 pour ne conserver dans ce second article que la partie de l'amendement du sénateur Reichert qui entend ouvrir à la personnalité qualifiée de l'Arcom la possibilité de déférer à la juridiction administrative une injonction de retrait émanant de l'Office. Monsieur le président. C'est un avis défavorable de la commission. En réalité, c'est un problème d'organisation de l'article et de légistique. La difficulté, c'est que si sur le principe de cet amendement, il n'y a pas de désaccord de fond majeur, il est lié à l'amendement numéro 3 que l'on verra tout à l'heure, et amendement sur lequel nous avons un avis très défavorable, puisque cet amendement supprime la procédure de recours devant le Conseil d'État que la commission a établie. Donc, c'est un avis défavorable sur l'amendement numéro 1. Je mets aux voix l'amendement. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole. Qui est donc favorable à l'amendement? Qui y est opposé? L'amendement n'est donc pas adopté. Nous passons à l'amendement numéro 2 que la ministre présente. L'amendement numéro 2 modifie l'article 6.1.3 de la proposition de loi. Cet article donne à l'Arcom un pouvoir de mise en demeure des fournisseurs de respecter les obligations prévues par le règlement TCO, le grand 2 de l'article, et le pouvoir de les sanctionner lorsqu'ils ne défèrent pas à ces mises en demeure, le grand 3 de cet article. Toutefois, le premier supprime dans le grand 2 de l'article 6.1.3 qui liste les obligations pour lesquelles l'Arcom peut mettre en demeure les fournisseurs de les respecter, celles qui a trait aux mesures spécifiques. En effet, le règlement prévoit déjà que l'Arcom peut enjoindre l'hébergeur exposé à des contenus à caractère terroriste à mettre en œuvre des mesures spécifiques supplémentaires lorsqu'elle considère que les mesures qu'il lui a présentées afin de protéger ses services contre la diffusion de contenus terroristes ne sont pas suffisantes. C'est ce que prévoit le paragraphe 6 de l'article 5 du règlement TCO. En effet, l'injonction prévue par le règlement constitue une mise en demeure dont la méconnaissance peut faire l'objet de sanctions. Il serait donc cohérent de maintenir parmi ces mesures spécifiques la référence au 6 de l'article 5 du règlement relative à la mise en demeure dans ce grand 2 de l'article 6.1.3 de la loi, car cela aboutirait à contraindre l'Arcom à devoir mettre le fournisseur en demeure de respecter une mise en demeure avant de pouvoir éventuellement le sanctionner. Je pense que vous seriez d'accord avec moi qu'une telle mécanique de double mise en demeure ne serait ni pertinente ni efficace et certainement pas cohérente avec le but recherché par le règlement TCO. C'est pourquoi je vous propose de supprimer cette référence au grand 2 de l'article, mais de le remettre au grand 3, c'est le sens du deuxième du présent amendement, afin qu'il soit clair que la méconnaissance de l'injonction à prendre des mesures spécifiques supplémentaires peut donner lieu à l'enclenchement de poursuites. L'avis de la commission, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais lever un suspense insoutenable. Nous sommes favorables à cet amendement, car il faut effectivement éviter cette double possibilité d'injonction. Merci. Monsieur Ouzoulias demande la parole pour une Oui, explication merci, de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais insister une nouvelle fois en vous faisant remarquer que l'article 14 du DSA, donc qui sera adopté et qui rentrera en vigueur avant la fin de l'année, change radicalement toute la procédure et renverse la charge de la preuve, c'est-à-dire que ça sera bientôt aux fournisseurs d'accès d'envoyer aux
aux autorités régulatrices, l'Arcom en France, toute une série de pièces qui lui permettront de justifier le retrait des contenus. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que le délai d'1 heure ne tient plus. C'est que le fournisseur a l'obligation de présenter l'identité de l'individu, son adresse électronique, son courrier électronique et une déclaration de l'individu ou l'entité soumettant la notification de bonne foi, etc., etc. Je vous passe. Donc, on est en train de discuter sur un système dont la logique même sera complètement obsolète avant la fin de l'année, pour un nouveau dispositif que je trouve beaucoup plus intéressant, qui est de renverser la charge de la preuve et de mettre systématiquement à la charge de l'hébergeur tous les moyens de preuve justifiant de la suppression. Donc sincèrement, je pense qu'il aurait été plus intéressant pour nous de travailler sur la transposition des deux règlements, parce que là, on raisonne sur quelque chose qui ne sera plus présent dans quelques mois. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, moi je voudrais vous dire que le texte anticipe le règlement DSA et que le DSA ne contient que des propos généraux. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous répondre sur les questions que vous posez, puisque apparemment les choses sont assez claires à mon sens. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 2 du gouvernement, qui a reçu l'avis favorable de la commission. Quels sont ceux qui y sont favorables? Celles et ceux, pardon. Quels sont ceux qui y sont opposés? Il est donc adopté. Et nous passons à l'amendement 3. L'amendement 3 a trait à la procédure contentieuse applicable aux décisions de retrait, ou essentiellement rédactionnelle, et il vise d'une part à fusionner au sein d'un alinéa unique les dispositions identiques relatives au recours ouvert aux fournisseurs de services d'hébergement, aux fournisseurs de contenu et à la personnalité qualifiée à l'encontre des injonctions de retrait. Deuxièmement, à uniformiser l'office du juge en supprimant les termes réformation utilisés aux alinéas 34 et 38 en faveur des termes annulation, qui nous semblent plus explicites. Troisièmement, à supprimer la procédure d'appel devant le Conseil d'État pour les décisions rendues ou en application des grands 2 et grands 3, pour rétablir une voie d'appel de droit commun devant les cours administratives d'appel, s'agissant d'appels interjetés à l'encontre de décisions de fond, en encadrant toutefois le délai de jugement à 1 mois à compter de la date de la saisine de la juridiction. Quatrièmement, supprimer la mention de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort, s'agissant des décisions de l'Arcom, cette règle de compétence étant de nature réglementaire. L'avis de la commission, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est un amendement qui, sur le plan logistique, est tout à fait intéressant, et je pense que nous aurons sans doute, à l'occasion de la commission mixte paritaire, la possibilité de reprendre un certain nombre de son organisation. En revanche, la commission émet un avis défavorable, car elle supprime la procédure à bref délai que nous instaurons devant le Conseil d'État. Ce n'est pas une lubie de la commission, c'est le souci d'une efficacité supplémentaire. C'est-à-dire qu'en la circonstance, et sur ce type de matière, il faut aller très vite et purger le plus vite possible toutes les capacités de recours ou les éléments qui doivent être tranchés, évidemment, pour savoir si on maintient la publication ou si on l'enlève. Donc à partir de là, si on rentre dans une procédure devant la Cour d'appel assez classique, ça va durer. Et ça va durer trop longtemps. Donc on s'adapte en fait aux circonstances de la cause, et c'est la raison pour laquelle la Commission est très attachée à son recours à bref délai devant le Conseil d'État, afin de purger, j'allais presque dire, tous les éléments de cette procédure. Merci. Donc défavorable. Madame la ministre. S'agissant de cette fameuse procédure d'appel, il ne paraît pourtant pas opportun de déroger à la règle instaurée par l'article L. 321-1 du Code de justice administrative, selon laquelle, je cite, « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'État. » En effet, même si j'entends
que ces injonctions de retrait de contenu sur Internet peuvent porter atteinte à la liberté de communication, cela ne me paraît pas devoir conduire à déroger à cette règle de compétence, sauf à considérer que tel devait être le cas de toutes les contentieux des mesures de police administrative qui, dans leur majorité, car c'est leur objet, portent atteinte à une liberté fondamentale. Or, le contentieux d'appel de ces décisions relève invariablement des cours administratives d'appel, y compris pour des décisions tout aussi graves en termes d'atteinte à une liberté fondamentale, sans que le droit au recours effectif soit pour autant méconnu. Il en est ainsi des interdictions de manifestation ou de réunion, des expulsions d'étrangers ou encore des décisions restreignant la liberté de circulation. Le Conseil d'État est en principe un juge de cassation et les dérogations exceptionnelles doivent le rester, sauf à remettre en cause la cohérence de l'organisation au sein de l'ordre administratif. Encore un mot, Président. Vite, parce qu'on ne va pas rentrer dans la discussion trop technique maintenant, mais le recours devant la cour administrative d'appel, le délai que vous proposez est un délai d'1 mois. Donc c'est vrai qu'il est plus court que le délai habituel. Sauf que la décision de la cour administrative d'appel peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Donc on repart encore dans les délais. Donc l'idée, c'est de compresser au maximum compte tenu de la matière. Mais l'avis est défavorable. J'imagine que la réflexion devant la CMP nous aidera peut-être à progresser. Merci. Je peux donc mettre aux voix l'amendement numéro 3 présenté par le gouvernement et faisant l'objet d'un avis défavorable de la commission. Quels sont ceux qui y sont favorables? Voilà. Quels sont ceux qui y sont opposés? Il y en a un petit peu plus et donc il n'est pas adopté. L'amendement numéro 4 du gouvernement, Madame la Ministre. L'amendement numéro 4 a pour objet de compléter le dernier alinéa de cet article unique afin de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sur mention expresse d'application, les dispositions de ce règlement. Afin de donner plein effet à l'application de ce règlement dans les pays et territoires d'outre-mer, où le règlement de 2021-784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 21 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne n'est pas applicable en vertu du droit de l'Union. Il convient donc de prévoir explicitement une telle application. L'avis de la commission, monsieur le président. Amendement utile, avis favorable de la commission. Favorable, hein? S'il n'y a pas d'observation, je propose de voter sur cet amendement du gouvernement, objet d'un avis favorable de la commission. Quels sont les collègues qui sont pour? Voilà. Y en a-t-il contre? J'en vois point. Et donc, cet amendement est adopté et nous n'avons plus qu'à voter sur l'article unique constituant l'ensemble de la